Las Vegas, les fortunes se font et se défont. Tout est affaire de jeu de hasard. Mais certaines personnes tentent de déjouer le sort en misant sur la violence. Un gang de voleurs sans scrupules s'attaque à des casinos et s'enfuit avec plusieurs milliers de dollars en laissant une traînée de sang derrière lui. La police et le FBI joindront leurs forces pour identifier les membres du gang qui ne s'arrêteront devant rien pour éviter d'être capturés. Las Vegas, au Nevada, le 20 septembre 1998. Il était près de midi au MGM Grand Hotel. Deux messagers armés, escortés par des gardiens du service de sécurité du MGM, transportaient l'argent du casino vers une sortie où les attendait un fourgon blindé. Puis, tout à coup, deux hommes armés les affrontèrent. L'un d'eux s'empara des armes des messagers. Ensuite, ils prirent 3 sacs contenant près de 350 000 $ en argent liquide et s'enfuirent par une porte de service. Les gardiens avisèrent aussitôt la police et le FBI. Des enquêteurs et des agents spéciaux furent dépêchés au casino pour y interroger les gardiens qui leur fournirent une description sommaire des assaillants. Les voleurs n'avaient laissé aucun indice derrière eux. Le MGM, tout comme les autres casinos de Las Vegas, dispose d'un important réseau de caméras de sécurité. Les agents du FBI visionnèrent les bandes vidéo où l'on pouvait voir le crime au moment où il avait été commis. À voir la façon dont un des tireurs tenait ses armes, l'agent spécial Henry Schlumpf croyait qu'il s'agissait d'un homme dangereux. Il est inhabituel pour un voleur de commettre un vol avec une arme dans chaque main. C'est même très rare. Ça montrait de quoi cet individu était capable. Okay, can you give me the outside tape? They go directly out to the sidewalk and down the street. Les agents visionnèrent également les enregistrements des caméras extérieures de l'établissement où l'on pouvait voir les voleurs traverser la rue en courant en direction de l'hôtel voisin. Les enquêteurs se rendirent à l'hôtel San Remo pour y visionner les enregistrements des caméras extérieures de cet autre établissement. Les voleurs étaient montés à bord d'une camionnette conduite par un troisième homme. Malheureusement, l'enregistrement ne fournissait pas de pistes solides, comme nous le raconte l'agent spécial Castle Nishimoto du FBI. Les images n'étaient pas assez nettes pour qu'on puisse lire le numéro de la plaque d'immatriculation. On pouvait voir certains chiffres, mais pas toute la plaque. On ne pouvait lire que les 3 premiers numéros, mais pas les lettres de l'alphabet qui suivaient. Même si les données étaient incomplètes, les policiers se mirent à la recherche de la camionnette des voleurs. Malheureusement, ces recherches étaient longues à effectuer. Les efforts des policiers portèrent enfin fruit près de 2 mois plus tard, encore une fois au San Remo.
Dans l'aire de stationnement du casino, ils identifièrent ce qui semblait être la camionnette en question. Les chiffres de la plaque d'immatriculation du véhicule étaient identiques à ceux qu'on avait relevés sur l'enregistrement vidéo. Les enquêteurs en déduisirent que les voleurs avaient attendu que la poussière retombe un peu avant de revenir au San Remo avec cette camionnette. Ils vérifièrent le numéro d'identification de la camionnette et découvrirent qu'elle avait été volée près de 3 semaines avant le vol du MGM. Quant au numéro de plaque, il correspondait à celui d'une voiture accidentée remisée dans une cour d'entreposage de Las Vegas. Can I help you? Yes, sir. Investigator Fleetwood, we're looking into some thefts that occurred. You need to speak to Jose. Le gérant de l'entreprise d'entreposage déclara à l'enquêteur de la police métropolitaine de Las Vegas qu'il ne savait rien du vol. Il lui suggéra de parler au gardien des lieux, José Vigoa. Il lui indiqua ensuite où se trouvait Vigoa en le pointant du doigt. L'enquêteur demanda au gérant d'aviser le gardien de l'appeler. Mais Vigoa n'appela pas l'enquêteur. Quelques mois s'écoulèrent et l'enquête cessa de progresser. Puis, le 28 juin 1999, soit 9 mois après le vol du MGM, un fourgon blindé recueillit un dépôt en argent liquide au casino du Desert Inn lors de sa tournée habituelle. Deux hommes armés affrontèrent les gardiens. Le conducteur du fourgon fut blessé au bras. Son collègue répondit au coup de feu, mais il fut touché à la jambe à 3 reprises. Lors de leur entraînement, les gardiens avaient appris à viser la poitrine de leurs assaillants. Les tireurs furent touchés par les projectiles, mais cela ne sembla pas les arrêter. Ils portaient sans doute des gilets pare-balles. Le gardien blessé parvint à atteindre le fourgon où il put se mettre à l'abri. Le conducteur prit la direction de l'hôpital. Les deux hommes survécurent à l'attaque. Moins de quelques minutes plus tard, la police de Las Vegas et les agents du FBI se retrouvèrent au Desert Inn. Une employée du casino déclara qu'elle avait vu les tireurs quitter les lieux à bord d'un véhicule utilitaire sport de couleur claire. Les policiers retransmirent l'information aux unités de patrouille. L'agent spécial Richard Beasley du FBI. Ma première impression a été que ces types avaient été très audacieux en s'attaquant ainsi à un fourgon blindé. Ils n'avaient visiblement pas peur de se servir de leurs armes à feu. On a trouvé beaucoup de douilles en laiton, à un endroit en particulier, et à un autre endroit, là où les gardiens du fourgon avaient fait feu. Les agents ne croyaient pas que ces tireurs étaient les mêmes que ceux qui avaient volé le MGM, car leur façon de procéder était différente. De par leur expérience, les enquêteurs savent que les criminels changent rarement leur mode d'opération si celui-ci a déjà fait ses preuves. L'agent spécial Brett Shields. Les voleurs avaient réussi leur coup au MGM en attendant les gardiens près de la porte. Or, au Desert Inn, les types se trouvaient à l'extérieur. Ils tentaient de voler le véhicule et son contenu. Dix minutes après son arrivée sur les lieux, l'agent Beasley apprit qu'on avait trouvé la voiture ayant servi à la fuite des voleurs. I'll be right there. Un de nos policiers en uniforme patrouillait dans le secteur à la recherche du véhicule. Il l'a trouvé dans l'aire de stationnement d'un petit motel. On a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait des douilles de projectiles au fond et la douille d'un projectile de calibre 45 sur un des marchepieds. Les enquêteurs trouvèrent également une bouteille vide dans le véhicule. Ils la recueillirent en espérant y relever des cellules d'ADN. Non loin de là, les agents interrogèrent un homme qui avait aperçu les hommes à bord du véhicule. Un homme qui promenait son chien a vu les types changer de véhicule.
Un des voleurs a lancé un sac dans la boîte d'un pick-up. Ça a fait un gros fracas, peut-être à cause des armes à feu qu'il contenait. Les deux autres hommes sont montés à l'avant. Ils ont eu du mal à faire démarrer le véhicule. Le témoin avait alors vu les deux hommes travailler comme des fous sur la colonne de direction. Il se demandait si les types n'étaient pas en train de jouer avec les fils de contact. Finalement, le moteur démarra et les hommes partirent. Pourquoi les voleurs avaient-ils dû trafiquer les fils de leur propre véhicule? Ils avaient vraisemblablement garé le pick-up à l'avance dans cette aire de stationnement. Pourquoi donc n'avaient-ils pas la bonne clé? Ça nous est apparu étrange. On ne comprenait pas pourquoi ça s'était passé comme ça. Les agents notèrent alors la présence d'un pick-up de même marque et de même modèle, garé non loin de là. On a pensé qu'ils s'étaient trompés de véhicule, parce que le leur, pratiquement identique à l'autre, était garé non loin de là. Quand ils avaient constaté que la clé ne fonctionnait pas, ils avaient dû trafiquer les fils pour le faire démarrer. L'agent Schlumpf et moi avons alors regardé l'arrière de ce deuxième véhicule. Nous avons constaté que la plaque d'immatriculation était fixée sur une autre plaque à l'aide d'élastiques. Le FBI vérifia le numéro d'identification du véhicule et découvrit qu'il appartenait à un ex-prisonnier du nom de Pedro Duarte. Un des experts en scène de crime releva des empreintes digitales sur la plaque d'immatriculation du dessus. Après vérification, on découvrit qu'il s'agissait des empreintes digitales de Duarte. Cela indiquait que ce dernier avait posé cette plaque d'immatriculation volée sur son propre véhicule. À la demande des agents du FBI, le témoin accepta de décrire les trois hommes qu'il avait vus à un artiste judiciaire. Les enquêteurs espéraient pouvoir identifier des suspects à l'aide de ces portraits robots. Le lendemain, ils se rendirent chez Pedro Duarte pour lui poser quelques questions à propos de sa camionnette. J'avais le portrait robot avec moi quand j'ai frappé à la porte. C'est Pedro Duarte lui-même qui est venu m'ouvrir. J'étais estomaqué. Duarte ressemblait étrangement à l'un des hommes des portraits robots. Aux questions portant sur sa camionnette, Duarte s'entêta à dire qu'elle avait été volée. Les dossiers judiciaires indiquaient bien qu'on avait signalé ce vol, mais cela s'était produit quelques heures après la tentative de vol du Desert Inn. Il affirmait que sa femme et lui avaient eu quelques problèmes de couple et qu'il était parti se promener au centre-ville. Après avoir garé son véhicule, il s'était endormi sur un banc public. Duarte déclara qu'à son réveil, sa camionnette avait disparu. Ça n'avait aucun sens. Rien de tout cela n'était vrai. Il était incroyablement effronté. Et son anglais était impeccable jusqu'à ce qu'on se mette à lui poser les vraies questions. Alors il s'est mis à nous dire « no habla ». Duarte déclara soudainement qu'il ne parlait pas anglais. Le sergent de la police métropolitaine s'est alors adressé à lui en espagnol. Et il a continué à dire qu'il ne comprenait rien. C'était un interrogatoire vraiment très frustrant. Les enquêteurs étaient persuadés de l'implication de Duarte, mais ils ne pouvaient rien faire à cause du manque de preuves formelles contre lui. On n'avait aucune réponse. Pouvait-il mijoter un mauvais coup en se baladant au centre-ville? Tout à fait. Et avait-il pu voler des bijoux ou des sacs à main pour ensuite vouloir cacher son vrai numéro de plaque d'immatriculation pour un délit mineur? Tout à fait. Nous n'étions pas assez sûrs de nous pour l'arrêter. Et l'interrogatoire ne menait nulle part. Dans l'espoir de faire identifier Duarte formellement,
l'agent Fields montra sa photo parmi d'autres aux témoins qui avaient aperçu les visages des voleurs du Desert Inn. Notre témoin n'a pas choisi sa photo parmi les autres. On devait donc trouver d'autres moyens de faire progresser l'enquête, soit en identifiant ses complices, soit en examinant ses dépenses. On a alors tout misé sur Duarte à ce stade de l'enquête. Afin de recueillir des indices compromettants sur le suspect, les enquêteurs le firent surveiller. Mais malgré quelques semaines de surveillance, ils n'obtinrent rien. Au casino du Mandalay Bay, le 11 octobre 1999, 4 mois après la tentative de vol du Desert Inn, 2 messagers armés venaient de recueillir 88 000 $ et devaient le mettre en sécurité dans leur fourgon blindé, quand soudain, 2 hommes armés leur tendirent une embuscade. À l'automne 1998, 2 tireurs avaient commis un audacieux vol au casino du MGM Grand Hotel et s'étaient enfuis avec un butin de près de 350 000 $. Un an plus tard, des messagers recueillant de l'argent au casino du Mandalay Bay étaient tombés dans une embuscade. Les voleurs les désarmèrent rapidement et prirent la fuite avec 88 000 $ en argent liquide. Au bureau du FBI de Las Vegas, les agents visionnèrent les rubans magnétoscopiques des caméras de surveillance. L'agent spécial Brett Shields croyait que ces voleurs étaient également responsables du vol du MGM Grand Hotel. Quand on a vu la façon dont ils s'y étaient pris au Mandalay Bay, on a relevé de nombreuses similitudes. La façon dont ils les avaient abordés, la façon dont ils tenaient leurs armes dans chacune des mains, les bras en extension. Tout ça nous a mis la puce à l'oreille. Les enquêteurs examinèrent de près le dossier, à la recherche de tout indice qui aurait pu leur échapper jusque-là. L'agent spécial Richard Beasley. Brett Shields et moi étions au bureau à nous demander ce qu'on pourrait faire pour obtenir de nouvelles pistes et nous assurer que celles déjà explorées avaient bien été traitées. J'ai alors regardé par-dessus son épaule et j'ai reconnu un nom. Il s'agissait du nom de Vigoa, le gardien de l'entreprise d'entreposage que les enquêteurs n'avaient jamais pu interroger. Et la lumière s'est alors faite dans mon esprit. J'ai dit à l'agent Beasley, « Hey, si c'est le José Vigoa que je connais, alors ce type est à surveiller de près. » L'agent Shields avait déjà eu maille à partir avec Vigoa. J'avais arrêté Vigoa en 1990. C'était d'ailleurs l'une des premières arrestations que j'avais effectuées pour le FBI. En 1990, les agents du FBI enquêtaient sur José Vigoa pour trafic de cocaïne et s'étaient rendus à une entreprise d'entreposage munie d'un mandat de perquisition pour fouiller l'espace qu'il avait loué. Comme nos agents entraient pour commencer la perquisition, José Vigoa, qui était au volant de son véhicule, a accéléré et il a failli renverser l'agent qui se tenait devant lui. C'était un type comme ça. Il ne se laisserait pas arrêter par la police sans se battre. Il n'avait aucun respect pour la vie, ni pour quiconque, sauf pour lui-même. Les enquêteurs vérifièrent l'espace d'entreposage de Vigoa. Ils trouvèrent une balance recouverte d'un résidu de cocaïne et portant ses empreintes digitales. Il fut par la suite reconnu coupable de trafic de drogue et de voies de fait sur un agent fédéral. Il passa 6 ans derrière les barreaux pour ses crimes. Shields se souvenait que Pedro Duarte avait été interrogé relativement à l'échange de coups de feu au Desert Inn. Or, Duarte était le beau-frère de José Vigoa.
Pour les enquêteurs, il semblait maintenant que les 2 vols de casino étaient vraisemblablement reliés à l'attaque devant le Desert Inn. Les 3 crimes semblaient être le travail du même gang de voleurs. Les agents décidèrent alors de mettre Vigoa sous surveillance. Selon son agent de probation, celui-ci ne gagnait que 10 000 $ par an et il vivait dans une cabane près de l'entreprise d'entreposage où il travaillait. Or, l'agent Beasley découvrit qu'il vivait plutôt dans une maison de classe moyenne. On a examiné ses dépenses et découvert qu'il avait acheté cette maison quelques semaines à peine après le vol du MGM. C'était intéressant parce qu'on avait versé en acompte 19 000 $ en argent liquide lors de l'acquisition de cette propriété. Mais la maison n'était pas au nom de Vigoa. Elle avait été achetée par un certain Oscar Cisneros. Les agents soupçonnaient Vigoa d'avoir fait appel à Cisneros afin qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui. En parlant avec l'agente de probation de Vigoa, on avait appris qu'il avait un petit boulot qui ne lui rapportait pas beaucoup d'argent. Il était évident que si la police apprenait qu'il avait fait d'importantes acquisitions, cela le rendrait suspect aux yeux de son agent de probation. Malheureusement, les recherches sur les moyens financiers du suspect ne firent pas progresser l'enquête. On n'avait pas encore de raison suffisante pour obtenir un mandat de perquisition de sa maison et de ses véhicules. On n'était pas encore prêt. Même si on avait eu un minimum de renseignements nous permettant d'obtenir un mandat, on n'était pas prêt à l'exécuter. On devait recueillir davantage d'indices pour procéder à l'arrestation de ce suspect et le faire inculper. On ne voulait pas se contenter de fouiller sa maison. Les agents continuèrent de surveiller Vigoa. Cinq mois plus tard, le 3 mars 2000, dans la banlieue voisine d'Henderson, la police et le FBI répondirent à un appel d'urgence à la suite d'une attaque sur un fourgon blindé devant le magasin Ross Dress for Less. 2 gardiens avaient été abattus. À notre arrivée, les policiers avaient posé un ruban de sécurité et il y avait des voitures partout. Les témoins étaient éparpillés tout autour et le corps d'un des gardiens de sécurité gisait dans l'aire de stationnement près du fourgon. Ce n'était pas beau à voir. Selon les témoins oculaires, un fourgon blindé s'était garé devant le magasin vers 11h15. Un des gardiens était alors entré pour prendre le dépôt de l'établissement en passant entre 2 mini-fourgonnettes qui, selon les témoins, étaient garées là depuis tôt le matin. Les voleurs s'étaient rués sur le gardien dès sa sortie du magasin. Le gardien avait alors saisi son arme et fait feu, blessant un des tireurs au genou. Le complice du tireur avait alors ouvert le feu avec son fusil d'assaut, tuant presque instantanément le gardien. Il avait ensuite reporté sa colère sur le conducteur du fourgon. Le chef de la bande s'était emparé des sacs d'argent. Les 3 hommes s'étaient enfuis ensuite à bord d'une berline beige. Le butin était évalué à moins de 5 000 $. Le degré de violence de ce crime était inquiétant. La quantité de projectiles tirés était incroyable. Et ces types avaient assassiné les 2 gardiens de sécurité de sang-froid sans motif valable. Quelques heures plus tard, les policiers retrouvèrent la voiture des voleurs abandonnée dans une aire de stationnement. L'agent spécial Henry Schlumpf enquêtait sur cette affaire. À notre arrivée, on a aperçu du sang sur le siège du conducteur. Des témoins du vol avaient déclaré que l'un des voleurs avait été touché par un projectile. Un expert recueillit un échantillon de sang pour en obtenir l'ADN. Les agents vérifièrent les numéros de plaque de la voiture ainsi que celles des 2 mini-fourgonnettes laissées par les voleurs sur la scène du crime. Ils découvrirent bientôt que les 3 véhicules avaient été volés à une entreprise de location de voitures. Le groupe d'intervention fut incapable d'identifier formellement les auteurs du vol,
Mais il y avait lieu de croire qu'ils étaient également responsables d'une série de vols commis dans des circonstances semblables au cours des 18 derniers mois. Ces crimes avaient été reliés, du moins de façon indirecte, aux ex-prisonniers José Vigoa et Pedro Duarte, le beau-frère de Vigoa. Mais sans preuve concrète de la culpabilité des deux hommes, l'enquête était au point mort. Le 3 juin 2000, 3 mois après le double homicide du magasin Ross, il était environ 6 heures du matin au Bellagio. Les employés du casino comptaient les recettes de la nuit dans la pièce réservée à cet effet. Les tireurs forcèrent les employés terrifiés à s'asseoir dans un coin avant de vider leur tiroir. Ils s'emparèrent de 144 000 $ en liquide. Mais les tireurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils voulaient davantage d'argent. Ils s'en prirent à une caissière qui échangeait des jetons contre de l'argent. Cette fois-ci, les voleurs laissèrent la caissière partir. Ils s'emparèrent d'un autre 10 000 $. Un gardien de sécurité aperçut alors la caissière s'enfuir sur les écrans témoins des caméras de sécurité. Il fit un zoom avant pour mieux la voir. Le gardien alerta aussitôt ses collègues du service de sécurité tout en voyant les voleurs s'enfuir du bâtiment par une sortie de secours. Les voleurs sautèrent à bord d'une mini-fourgonnette et s'enfuirent avec plus de 150 000 $. Ils ignoraient que des gardiens du Bellagio les suivaient à bord d'une camionnette et qu'ils alertaient la police. Quand ils aperçurent les gardiens à leurs trousses, ils réagirent avec violence. Une balle perfora un des pneus du véhicule des gardiens, mettant ainsi un terme à la poursuite. Heureusement, aucun des gardiens ne fut blessé. Ceux-ci fournirent aux policiers la marque et le modèle du véhicule des voleurs, de même que son numéro de plaque. Quand l'agent spécial Brett Shields du FBI apprit les détails de l'affaire et qu'il apprit comment les voleurs avaient réagi en s'apercevant qu'ils étaient suivis, il sut que les mêmes suspects étaient encore à l'œuvre. On voyait bien la mentalité de ces types. Ils n'allaient certainement pas se laisser capturer. Il y aurait une fusillade et ils tenteraient de s'enfuir. Ils feraient tout ce qu'ils pourraient pour nous échapper. Au service de la sécurité du Bellagio, les agents demandèrent à l'agent de probation de Vigoa de visionner les rubans des caméras de surveillance en espérant qu'elle pourrait l'identifier formellement. En regardant ces images, elle a pu affirmer qu'il s'agissait bien de José Vigoa. C'était le coup de chance tant espéré par les agents. Ceux-ci obtinrent le mandat d'arrêt de Vigoa, mais ils étaient inquiets, car celui-ci ne se laisserait sûrement pas capturer sans se battre. À Las Vegas, le FBI avait enfin identifié l'ex-prisonnier José Vigoa, qu'on présumait être le chef d'une bande de voleurs brutaux ayant déjà tué 2 personnes. Les agents obtinrent un mandat d'arrêt de Vigoa et s'apprêtaient à procéder à son arrestation. L'agent spécial Brett Shields du FBI. Un de nos véhicules était garé en face de chez lui. Les membres de l'unité SWAT de la police métropolitaine devaient l'arrêter à la pointe de leur arme à feu. Ils sont descendus de leur véhicule et ils ont braqué leur arme sur lui. J'ai alors contourné le véhicule de l'unité SWAT. J'étais juste à côté du suspect. Je lui ai montré mes papiers d'identité et il a fait comme s'il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Comme la voiture en face de lui était garée à une bonne distance, il a pu démarrer et s'engager dans la rue.
La poursuite était extrêmement dangereuse, atteignant des vitesses supérieures à 160 km à l'heure. Le suspect ne ralentit pas, même pour quelques secondes. Quelques kilomètres plus loin, cependant, il perdit la maîtrise de son véhicule et emboutit un arbre. Il est alors descendu de son véhicule et s'est enfui à pied. Il a escaladé une clôture et a complètement disparu de notre vue. Les membres de l'unité SWAT se mirent à la poursuite de Vigoa pendant que l'agent Shields inspectait la voiture accidentée. À sa plus grande surprise, il trouva la femme de Vigoa assise sur le siège du passager. Elle fut conduite au poste, mais libérée peu de temps après quand les enquêteurs eurent déterminé qu'elle n'avait aucun lien avec les crimes de son mari. Sur la banquette arrière, l'agent Shields trouva également la fillette de Vigoa. Sa femme et sa fille étaient en voiture avec lui. Il n'a eu aucun égard pour elle. Il les a plantées là et les a laissées affronter les policiers qui braquaient leurs armes sur elle. Les membres de l'unité SWAT interceptèrent enfin Vigoa. Je suis arrivé au moment où on l'arrêtait. Il était arrogant. Il disait « Vous n'avez pas le droit de me toucher, c'est moi le patron ». Et j'ai répliqué qu'on pouvait effectivement le toucher, que c'était d'ailleurs la fin pour lui et qu'il ne verrait plus jamais la lumière du jour. Pour faire condamner le suspect, les agents devaient obtenir davantage de preuves contre lui. Un mandat de perquisition en main, les policiers entrèrent dans la maison de Vigoa et trouvèrent près de 100 000 $ en argent liquide, mais aucune preuve de son implication dans les vols. Après avoir mis Vigoa en détention, l'agent spécial Richard Beasley concentra ses efforts sur Oscar Cisneros, l'homme qui avait signé les papiers pour l'acquisition de la maison de Vigoa. On devait parler à Cisneros des biens qui étaient à son nom, mais dont jouissait Vigoa. On lui a dit que José Vigoa venait tout juste d'être arrêté relativement au vol du Bellagio. On voulait lui parler de sa relation avec lui et des vols qui avaient été perpétrés dans la région de Las Vegas. Je lui ai aussi dit que nous voulions fouiller sa maison. Cisneros nous a alors dit qu'il acceptait de nous parler et de nous laisser fouiller les lieux. Et il a carrément signé le formulaire de consentement sur le capot de ma voiture, ce qui nous autorisait à fouiller sa maison. Les experts fouillèrent les lieux pendant que l'agent Beasley et un enquêteur d'Anderson interrogeaient Cisneros. Il nous a parlé de sa relation avec Vigoa et des biens qu'il avait mis à son nom personnel, mais dont Vigoa avait l'usage. On voulait savoir d'où venait cet argent. Cisneros nous a dit qu'il avait rendu ce service à son ami. Ce n'était pas son argent, mais il avait voulu l'aider. On lui a demandé s'il avait eu des contacts avec Vigoa au cours des dernières semaines. Et il nous a dit que celui-ci était venu lui porter de l'argent quelques jours plus tôt. Il ne connaissait pas la provenance de cet argent et ignorait combien il y avait. C'était, selon lui, une somme que Vigoa lui avait donnée pour le remercier d'avoir bien voulu mettre la maison à son nom. Même si Beasley exerçait de la pression sur Cisneros, celui-ci s'entêtait à affirmer qu'il ne savait rien des crimes. Il était très calme. Il se maîtrisait très bien et maintenait qu'il ne savait rien. Il disait qu'il travaillait fort pour payer ses factures, soutenir sa famille et mener une vie normale. Dans la chambre à coucher, les enquêteurs trouvèrent une boîte pleine d'argent liquide. Cette découverte était suspecte, mais elle n'était pas compromettante. Après avoir fouillé la maison pendant 1 heure sans succès, les enquêteurs eurent l'idée de se mettre à la recherche de compartiments cachés.
Ils trouvèrent alors une incroyable quantité d'indices. Guns, ammunition, body armor. My money. L'agent Beasley alla s'entretenir avec l'équipe de recherche. Ils ont dit, Rich, ça y est, on a trouvé. Il y avait un compartiment caché dans son placard. Il contenait tout ce qu'on espérait trouver. Il fallait déterminer si les effets cachés dans le placard avaient servi lors des vols. Je suis alors retourné auprès d'Oscar et je lui ai dit, « Oscar, on a trouvé le compartiment caché dans votre placard. Qu'est-ce qu'on va y trouver ?» Et il a soupiré en regardant par terre et a dit « Les armes et tout le reste. » À ce moment-là, j'ai compris qu'il allait être un allié précieux pour nous, plus que je l'avais espéré au départ. L'agent lui demanda d'expliquer la présence d'une cicatrice à son genou. Je pouvais voir une blessure de projectile sur la partie interne de son genou. Shot? Where? At Ross. On nageait littéralement dans le bonheur. On venait d'identifier l'homme qui avait été blessé au magasin Ross et on était en bonne voie de résoudre cet homicide. All right. How much time am I looking at? Il a demandé combien de temps il devrait passer en prison. On lui a dit qu'il était impossible de répondre avec précision à cette question, mais qu'il pouvait être passible de la peine de mort à cause des meurtres et des vols avec circonstances aggravantes. Et il a continué à nous interroger sur la peine qu'il risquait d'écoper. Might even be the death penalty. I could always put in a good word for you. But I mean, you know, you're gonna have to help us out here. Il a fini par avouer avoir commis les meurtres du magasin Ross, d'avoir participé à la tentative de vol du Desert Inn et d'avoir commis les vols du MGM, du Mandalay Bay et du Bellagio. Okay, the lead guy is Jose Vergara. I mean, that's the lead guy. He's the one. On a appris par Oscar que Vigoa était le chef de la bande. C'était lui qui organisait tout et qui décidait où ils allaient attaquer. Quant au beau-frère, Pedro Duarte, il avait participé au vol pour la dernière fois lors du coup du Desert Inn. Par la suite, ils avaient fait appel à un autre complice, Luis Suarez. Ce dernier avait été mêlé au meurtre du magasin Ross. Je crois que Cisneros a passé aux aveux parce qu'il regrettait vraiment ce qui était arrivé. Pas tant les vols que les meurtres des 2 gardiens du fourgon blindé. Pendant que Cisneros poursuivait ses aveux, les experts examinèrent les indices trouvés dans la chambre à coucher. Ils ont mis chaque objet en sécurité en s'assurant de ne pas détruire les empreintes digitales ou toute preuve génétique. Vers la fin, ils ont trouvé ce qui semblait être des bombes tuyaux dans ce placard. Il y avait 4 tuyaux noirs en PVC de 10 cm de long et auxquels étaient attachées des cartes de circuit imprimées. Les enquêteurs demandèrent des explications à Cisneros. Ils voulaient savoir s'il s'agissait de vraies bombes. Et Oscar a dit « Non, pas vraiment ». Mais son ton n'était guère convaincant. J'ai dit « Je vais vous le demander une deuxième fois. De quoi s'agit-il » Et il m'a répondu « On n'a fait que s'amuser un peu, vous n'avez rien à craindre. » Ces réponses vagues nous ont poussés à évacuer la maison, ainsi que les maisons voisines. Après avoir recueilli tous les indices, les agents sortirent de la maison, laissant les bombes tuyaux derrière eux. On a appelé l'escouade anti-bombe pour qu'elle examine les bombes. Les experts ne pouvaient pas les radiographier parce qu'elles étaient en PVC. Ils ont alors décidé de les faire exploser directement dans la chambre à coucher. En se basant sur les aveux de Cisneros, les enquêteurs procédèrent à l'arrestation de Pedro Duarte pour avoir conduit la voiture lors de la tentative de vol devant le Desert Inn. Les enquêteurs se préparèrent ensuite à arrêter le dernier complice, Luis Suarez, mais ils apprirent qu'il avait quitté l'État.
Les experts en balistique purent établir que les armes trouvées chez Cisneros avaient tiré les projectiles meurtriers du magasin Ross et provoqué la pluie de projectiles du Desert Inn. Ils trouvèrent également des preuves de la culpabilité de Vigoa. On a trouvé l'empreinte de Vigoa sur un projectile dans l'une des armes du placard de Cisneros. Oscar Cisneros fut détenu provisoirement au centre correctionnel de Clark County. Les procureurs avaient l'intention de se servir de ses aveux contre les autres voleurs. Notre dossier était solide. On avait obtenu les aveux de Cisneros, on avait toutes les preuves matérielles, les armes à feu, l'argent et les vêtements trouvés dans le placard. On était donc sûr que l'affaire était dans la poche. Mais un événement allait mettre l'heureuse conclusion de l'affaire en péril. À Las Vegas, les enquêteurs avaient arrêté 3 hommes soupçonnés d'une série de vols violents. José Vigoa, le présumé chef de la bande. Son beau-frère, Pedro Duarte. Et Oscar Cisneros, qui était passé à table et qui avait également fourni le nom d'un 4e complice, Luis Suarez. Mais le 7 octobre 2000, l'affaire prit une tournure dramatique quand on trouva Cisneros pendu dans sa cellule. L'agent spécial Richard Beasley du FBI. Les agents qui ont enquêté sur le suicide au centre correctionnel nous ont dit que Vigoa avait envoyé de nombreux messages à Cisneros, l'enjoignant à faire ce qu'il fallait selon ses termes. Je crois que Cisneros ne voulait pas entraîner sa famille dans d'autres problèmes et qu'il ne voulait pas faire face à ces accusations. Il a donc choisi le chemin le plus facile et il s'est tué. Après le décès de Cisneros, ses aveux devinrent irrecevables devant les tribunaux. L'équipe du procureur se tourna alors vers les sciences judiciaires pour démontrer la culpabilité des autres voleurs dans les crimes. Les cellules d'ADN recueillies sur la bouteille vide et les cagoules prouvèrent que Vigoa, Duarte et Suarez avaient bel et bien commis ces crimes. Quant au sang, il provenait de Cisneros, décédé depuis peu. Pendant que les procureurs se préparaient pour le procès, des agents retrouvèrent la trace du 4e complice, Luis Suarez, qui s'était caché en Floride. L'agent spécial Brett Shields. On est allé en Floride. On a démontré que son alibi ne tenait pas la route. Il a finalement été arrêté pour ce crime. À l'automne 2003, 5 ans après le début de la série de vols, le procès de Suarez, Duarte et Vigoa s'ouvrit à Las Vegas. Luis Suarez négocia un aveu pour un chef d'accusation de vol à main armée et il écopa d'une peine d'emprisonnement de 6 à 15 ans. Pedro Duarte fut reconnu coupable, entre autres, de 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre et il obtint une peine de réclusion de 16 à 70 ans. Pour s'éviter la peine de mort, José Vigoa plaida coupable à 2 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré et à 44 autres chefs d'accusation. Il fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Grâce aux efforts de 3 corps de police, on a pu faire condamner une bande de voleurs brutaux. Cette affaire a été résolue non pas par le FBI seul, mais bien grâce à la collaboration entre le FBI, le service de police d'Henderson et celui de Las Vegas. Conclure une enquête comme celle-là vous apporte une satisfaction profonde. De plus, il y avait eu de nombreuses victimes, pas seulement les gardiens de sécurité, mais aussi leurs familles et les employés des casinos, en plus de tous ceux qui ont subi un traumatisme en assistant aux attaques des fourgons blindés et des casinos. Beaucoup de gens ont été affectés par cette histoire. Le fait de pouvoir arrêter ces types a été une grande récompense pour moi. Et la prochaine fois que quelqu'un menacera la sécurité des citoyens de Las Vegas, la police et le FBI seront au poste pour l'arrêter.